Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la deuxième matinée de la 18e conférence Erasme Descartes dans le thème de la mode durable et le thème van de duurzame mode. Nous sommes virtuellement dans l'enceinte de l'ANSET, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles à Roubaix, où se tiendra donc 4 matinées cette conférence Erasme Descartes. La conférence est organisée par les ambassades des Pays-Bas en France et par l'ambassade de France aux Pays-Bas. Et je salue l'équipe des deux ambassades dans leur support et, de cette conférence et l'organisation de cette conférence. Alors, nous sommes effectivement donc virtuellement à Roubaix. Bienvenue à tous les participants en français et en néerlandais. Vous verrez à ma droite ou à ma gauche un nombre d'instructions techniques. Pour être sûr, vous avez accès à la traduction, donc une traduction du français vers le néerlandais et du néerlandais vers le français. Et également important, vous aurez accès à un chat, et le chat permet de parler entre vous, bien sûr, et plus important encore, de poser des questions ou de faire des remarques à l'attention des panélistes que je vous introduirai et des jeunes talents qui, effectivement, sont également actifs dans cette conférence. Et bien sûr, moi, je vois sur mon écran ici à gauche également le chat et peut donc voir les questions que vous posez. Je vais faire la modération en français et en néerlandais, chaque fois en bloc de quelques minutes. Donc, chaque fois, il y aura une traduction et un transfert de langue du français vers le néerlandais et vice-versa. En principe, pour vous aider, j'introduirai les orateurs francophones en français et les orateurs néerlandophones en néerlandais. Dames en heren, welkom bij de 18e conferentie Erasmus. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la 18e conférence Erasme Descartes, deuxième édition. 2 matinées, nous avions prévu 4 matinées. La semaine dernière, nous avions une très belle matinée et nous aurons après cette conférence encore 2 sessions, 4 et 11 décembre. Soyez les bienvenus. Cette conférence est organisée par les 2 ambassades, ambassade de France aux Pays-Bas et ambassade des Pays-Bas en France. À ma droite et à ma gauche, vous voyez un certain nombre d'écrans. Vous y verrez les orateurs, quelques instructions encore. La plus importante est que je m'adresserai à vous aussi bien en néerlandais qu'en français. J'annoncerai l'orateur suivant dans sa langue. Vous allez pouvoir participer à un chat qui est également prévu sur Zoom. Vous allez pouvoir échanger. Vous pourrez également poser des questions aux membres du panel ou encore poser des questions aux jeunes talents. Les jeunes talents me feront parvenir ces questions. Cela nous permettra d'avoir une conférence très dynamique. Pour aujourd'hui, deuxième matinée consacrée au Rethink et Reduce, repenser et réduire. À partir de produits existants, comment imaginer de nouveaux produits, comment développer de nouveaux produits afin de réduire l'empreinte carbone à partir du textile. Pour cela, nous avons 3 orateurs. Je les présenterai. 3 orateurs. Professeur Anne Pervouet de l'École nationale supérieure des arts industriels et textiles. Après quoi, nous irons à Paris, un peu plus au sud. André-Anne Lemieux de l'Institut français de la mode, qui nous parlera de son superbe bureau près des berges de la Seine. Après, nous passerons au nord et nous donnerons la parole à Jan Mahi. Notre
troisième orateur. Mais nous avons également les jeunes talents. Jan Wunsch, que je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, qui sera un membre qui nous parlera de Zwolle. Autres jeunes talents qui nous soutiendront, Sylvie Navarrete à l'université Erasme, où elle se penche sur les marchés globaux et elle est stagiaire chez Soil Heroes. Maintenant, elle est très intéressée par le processus des achats, de la conception, de la création, mais elle s'intéresse notamment à l'aspect durabilité. Comment donner à notre planète, à la Terre, la chance de produire le coton, le cuir de manière plus durable. Donc, il n'y a pas que la culture, mais également la production durable. Elle va également offrir une contribution et nous parlera des Earth Keepers. Puis nous avons également Rowie Pape qui, en fin de matinée, nous parlera. Il clôturera cette matinée. Rowie, étudiant à l'université de Wageningen, où je suis également très actif. Rowie Pape s'intéresse au climat et passionné par tout ce qui touche au climat. Et tout cela nous permettra de nous mettre sur la voie d'une bonne discussion lorsque nous parlerons de fibres, de terre, de mode. Nous devons commencer à nous comprendre mieux. Eh bien, très volontiers, je passerai maintenant à Lille, un peu plus au sud de Enschede. Bernard Hazebroek, vice-président de l'École nationale supérieure des arts industriels et textiles, en direct qui nous parlera en direct du palais de la région. Du palais de la région. Je fais le passage vers Bernard Lille. Hazebroek. Bonjour. Je remercie chaleureusement les organisateurs, l'ambassade de France aux Pays-Bas et l'ambassade des Pays-Bas en France, pour cette invitation et le partenariat engagé avec la métropole européenne de Lille à l'occasion de cette 18e conférence Erasmus Descartes. Le thème choisi, la mode durable et matériaux durables, est un sujet de grande actualité qui dessine la suite d'une histoire, celle de la filière textile et de son industrie. Une industrie qui a façonné pendant plus d'un siècle la vie économique de la métropole européenne de Lille et celle du nord de la France. Après la période glorieuse de la première moitié du siècle dernier, où l'industrie textile du Nord représentait plus de 60% de la production nationale, et la seule ville de Roubaix, la capitale du textile, qu'on disait la ville aux 100 cheminées, 50% du négoce mondial de laine. Notre région a accusé la perte de plus de 160 000 emplois industriels, passant de 170 000 emplois au milieu du siècle dernier à quelques 8 000 aujourd'hui. Mais de tout temps, les industriels textiles du Nord ont investi les champs de la recherche et du développement pour créer de nouveaux débouchés. La VPC, avec la Redoute, suivie des Trois Suisses, et de bien d'autres, les magasins d'usines ont vu le jour. La métropole a ensuite investi dans les textiles innovants. Le textile demeure donc aujourd'hui l'un des moteurs de l'économie métropolitaine, avec une concentration importante de compétences, de formation, d'innovation et de recherche. Notre richesse d'entreprises historiques qui a contribué à notre identité se renforce de nouvelles dynamiques productives, impulsées par le site d'excellence, le CETI Park, projet initié en 2004 de 40 hectares dédiés à l'innovation, au design et aux matériaux animés par le CETI et le pôle de compétitivité Eura Materials. C'est aussi Maison de Mode, un incubateur de jeunes marques créé par la métropole et la ville de Lille qui accompagne la mise sur le marché au sein de boutiques dédiées et dont beaucoup de créateurs innovent aujourd'hui par l'économie circulaire. La montée en puissance d'un réseau plus récent, en 2015, d'entreprises animées par l'association Nordcrea et son tiers-lieu, unique en France, constitue un autre exemple. Plateau Fertile aussi, qui expérimente
des nouvelles solutions de réutilisation textile, mais aussi de nombreuses start-up. Et toute cette génération des makers dont la préoccupation de préservation de l'environnement est au cœur du projet d'entreprise. Ces dynamiques de changement sont également au cœur de notre projet de capital mondial du design dont nous portons le titre en cette année 2020. Les alternatives proposées par l'économie circulaire visent à préserver nos ressources naturelles, à lutter contre les dérèglements climatiques et aussi, bien sûr, à créer de nouveaux emplois, tout en renforçant la solidarité, mettant en débat notre rapport à la mondialisation. Nous en avons d'ailleurs permis une belle illustration avec les trophées de la mode circulaire, à une échelle nationale mais aussi transfrontalière, dont les lauréats ont été révélés le 16 octobre dernier. Une véritable première en France qui ciblait des projets alliant durabilité et nouveaux modèles économiques, des projets en phase avec les enjeux de responsabilité sociale et environnementale dans les registres de l'éco-conception, de la distribution ou encore du recyclage. 270 réponses à l'appel à projet, 27 lauréats au projet représentatif des objectifs fixés, 8 trophées décernés, 30 000 votes réalisés par le public. Et si seulement 150 personnes ont pu assister physiquement à la remise de trophées en raison de la crise sanitaire, 1850 l'ont visionné sur les réseaux sociaux. Des résultats dont nous nous félicitons avec nos partenaires, car ils sont annonciateurs de la capacité des entreprises de la filière à se réinventer et à s'engager durablement. Vous l'avez compris, le textile et la métropole européenne de Lille sont liés par les fils de l'histoire et nous en poursuivrons ensemble le tissage des solutions en réponse aux grands défis sociaux, économiques et environnementaux. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Hazebroek, vice-président de la métropole de Lille et maire de la ville linière d'Armentières sur la Lys, Andelaye. Nous passons, avec cette introduction du maire et du vice-président, effectivement, aux vidéos de des trophées de la mode circulaire. Donc, vous avez eu les chiffres. Une super organisation, des très beaux projets. On n'est pas concurrents parce qu'en fait c'est l'avantage aussi de la mode circulaire, c'est que nous on fait du colis réutilisable. Après il y avait de la chaussure, de la matière et ainsi de suite. Donc ça nous a permis aussi à nous de découvrir plein de super projets et de voir qu'ensemble on peut repenser demain et avancer. Voilà Thomas, utile. Un rêve qu'on a tous et le fait qu'on se réunisse tous, qu'on partage tous ce rêve, etc. C'est plein d'énergie, plein de
de bonnes pratiques, etc., qu'on peut partager au-delà des prix, et c'était vraiment super enrichissant. Ça va être un sacré tremplin pour nous pour bien démarrer notre activité, les trois tricoteurs. Du coup, là, on est en train de finir les financements pour nos machines à tricoter. Donc, on a des délais de fabrication de machines car elles sont aussi produites à la demande. Et on espère ouvrir, du coup, début d'année 2021, notre atelier à Roubaix. Le but, c'est d'aller encore plus loin, de faire toujours plus pour l'économie circulaire parce qu'elle a du sens. Elle a du sens pour renforcer la filière française, pour créer de l'emploi et créer de l'emploi qui est durable. Donc ça a beaucoup de sens et la récompense est très importante pour nous. C'est vraiment tout un processus sur plusieurs mois pour faire aboutir les prototypes au printemps et ensuite avoir le temps d'industrialiser pour les lancer l'hiver prochain. Et tout ça, ça demande de la trésorerie. Et c'est vrai que on a réussi. L'un des prix, c'est 10 000 €. Donc ça va nous permettre de lancer ce projet. Merci. Un petit scoop pour commencer, parce que vous avez vu Thomas Hurier, et Thomas sera un des orateurs pendant la 4e session de la conférence Erasme Descartes le 11 décembre. Nous faisons de nouveau un saut à Roubaix, où je suis installé avec mon studio, et nous aurons un tour virtuel de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles dans un magnifique bâtiment autour de moi ici, magnifique bâtiment du 19e siècle. Le textile, c'est un secteur qui est vraiment très large et qui mène à beaucoup de possibilités. Quand on parle de textile, les gens pensent généralement directement à l'habillement. Or, c'est qu'une petite partie. Ici, on apprend par exemple à travailler avec les textiles techniques et les matériaux composites. Les cours ici sont divisés en 3 parties principales. Donc, il y a les cours qui sont communs à toutes les écoles d'ingénieurs, comme les mathématiques, l'informatique et la mécanique. On a des cours qui sont communs comme le droit, les langues vivantes et le management. Et ensuite, on a des spécialités textiles donc, qui sont vraiment les matières propres à Lancette. Donc, on a le tissage, la filature, la maille, l'ennoblissement. C'est toutes des matières pour lesquelles on a beaucoup de TP, de manipulation sur des machines ou alors dans des labos. Nous avons lancé des enseignants-chercheurs. Ils ont vraiment un savoir-faire qui est poussé puisqu'ils peuvent apporter, de par leur recherche, des précisions et parler des innovations. Le cours, il change d'une année sur l'autre en fonction des découvertes et des avancements de la technologie qu'il y a pu avoir au cours de l'année. Ici, on apprend vraiment beaucoup de choses dans beaucoup de matières différentes. Ça fait vraiment une très large palette de compétences qui peut nous permettre plus tard de travailler dans l'aéronautique, on peut travailler dans le médical, dans le militaire et également dans l'automobile, dans l'ameublement et également dans l'habillement. Et on peut exercer des métiers qui sont vraiment aussi très polyvalents. On peut être dans la recherche-développement, dans la qualité, on peut manager des équipes, on peut être dans la logistique, dans la production. À Lancette, il y a au minimum 4 mois à l'étranger à réaliser pendant le cursus scolaire. Donc c'est vraiment une expérience qui est très enrichissante et qui est assez exceptionnelle parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire dans les autres écoles. C'est vraiment une très belle opportunité de partir. Et on voit vraiment que les gens qui reviennent de ce semestre sont changés. Ils sont dans une dynamique différente, ils sont vraiment ouverts à l'international.
Et on a une vie étudiante qui est très très développée, on a des clubs, on a beaucoup d'activités qui sont organisées dans l'école et à l'extérieur. C'est vraiment une vie qui est très riche. On est très soudés entre nous, entre les différentes promos des différentes années. Les gens qui viennent à l'ANCED, généralement, ils sortent de classe prépa. Et ici, ce serait différent. On n'a plus cette grosse compétition pour être le meilleur. L'ANCED, c'est vraiment une grande famille. Je m'appelle Louise Guével, je suis élève en 2e année étudiante ingénieure en 7 et plus tard j'aimerais travailler dans la recherche de matières pour la haute couture. Merci, une belle vision de l'ANCED, une meilleure école textile du monde d'ailleurs, il faut le dire. Nous sommes à la fin de la session d'ouverture de cette matinée. Je vous propose de faire une pause café. J'ai déjà vu qu'il n'y a pas de file d'attente à l'appareil de café chez vous. Donc, je vous donne un break jusqu'à 10h05 exactes où nous reprenons et commençons avec l'introduction du thème par les jeunes talents et ensuite la table ronde. Je vous dis un bref au revoir et à tantôt, 10h05, reprise de la session du 27 novembre, de la 2e matinée de la conférence Erasme Descartes.
Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Après cette pause, nous vous adressons cette conférence à partir de Roubaix, École nationale supérieure des arts industriels et textiles. Nous poursuivons maintenant jusqu'à 11h30, mais maintenant nous allons véritablement nous attaquer au cœur de ce thème, la mode durable, les jeunes talents et la table ronde avec 3 orateurs. Les jeunes talents, Sylvie Naberete va commencer, Jan Wunsch et Robbie Pape qui se penchera sur une analyse et les résultats. Bien entendu, il y ajoutera son talent personnel. Nous avons également Anne Perway, professeur à l'ENSAIT, André-Anne Lemieux de l'Institut français de la mode et Jan Maï, professeur à l'Université saxonne à Enschede. Je passerai aux jeunes talents et nous commencerons par une vidéo d'introduction. Rethink and Reduce. In deze samenwerking met Auping onderzoeken we een vorm van consumptiequarantaine door de waarde in te zien van een heel eenvoudig stuk als een dekbedovertrek en deze in een andere context te plaatsen. We maken mode in plaats van erover te praten. We zijn zeer onder de indruk van het talent van schepers Bosman. En de manier waarop zij naar Auping kijken als een designmerk geeft ons nu een gewaagd maar passend ruw randje. Ik vind het zo tof dat wij nu samenwerken om te visualiseren hoe prachtig duurzaamheid kan zijn. En hoe we samen in alle rust waarde zien in overgebleven stoffen en lokale productie. Merci pour cette belle vidéo de Auping, Enschede, Pays-Bas. Nous allons donner maintenant la parole à Sylvie Naberete. Merci. Ce que nous venons de voir est l'approche de Auping, Schepers, Bosman, quant au thème d'aujourd'hui, Rethink and Reduce. Auping et Schepers-Bosman voient Rethink et Reduce comme une mise en quarantaine de la consommation, où des étoffes qui depuis longtemps n'avaient plus aucune valeur se voient donner une nouvelle valeur. C'est en revoyant tout le processus qu'ils réduisent l'utilisation d'une nouvelle matière. De toute évidence, c'est ici qu'intervient le concept Reduce. Cependant, Rethink. Nous voulons démontrer également que Rethink et Reduce tentent à étayer le concept de régénération. Nous définissons la régénération comme un processus éthique visant à réparer la planète et à changer radicalement un système dégradé. La vidéo offre une vision nouvelle et plus durable de l'industrie de la mode, à partir de la transformation des matières premières jusqu'au processus de la production. Le système de production régénératif qu'utilise la mode n'épuise pas les sols et réutilise les déchets. Cela offre de grandes opportunités à l'industrie de la mode. L'industrie de la mode n'est pas en déclin, mais elle est dynamique et fonctionne telle qu'elle a été conçue. Nous devons comprendre le système éblouissant de l'industrie de la mode et de la transformer selon la conception, la fabrication et l'utilisation de l'habillement fondé sur le concept de la régénération.
La grande motivation des producteurs de la fast fashion est le gain maximum au lieu de chercher à avoir une influence positive sur notre monde. Nous sommes d'avis que l'industrie de la fast fashion a un besoin urgent de régénération, car nous devons déplacer le curseur et passer d'une approche neutre à un impact positif sur le climat. La régénération peut être associée à tous les aspects du cycle de vie d'un vêtement. À commencer par les agriculteurs qui cultivent les matières premières qui serviront à la production des matériaux. La transition vers une agriculture régénérative peut avoir un énorme impact positif sur l'environnement puisque la terre agricole peut se régénérer pendant la production. De surcroît, les producteurs doivent aussi déplacer le curseur et passer d'une conception-création holistique, ce qui signifie que dès le départ, ils auront à prendre en considération la fin du cycle de vie. Et pour terminer, la relation du client avec le vêtement est importante. Plutôt que de considérer que les vêtements constituent un ensemble d'articles facilement et rapidement jetables, il convient de créer un lien fort entre l'utilisateur et le produit. Pour conclure, en partant du nouveau mode de production et en considérant l'industrie de la mode comme un écosystème vivant et florissant, il sera possible de diminuer de manière spectaculaire l'impact sur le climat et passer à une approche holistique. Pour vous inviter à réfléchir davantage à cette question, nous avons préparé 2 questions à choix multiples. Combien de temps faut-il Pouvez-vous regarder les questions? Combien de temps faut-il avant de pouvoir récolter le coton et quel est le plus grand pays producteur du coton? Et la bonne réponse est 5 mois en Inde, 3 mois aux États-Unis, environ 1 an au Pakistan. Vous répondrez par chat. Vous pouvez répondre sur le chat. Et la bonne réponse est 5 mois en Inde. Vous avez vu les résultats pour le chat francophone et néerlandophone. Combien de pièces a produit Zara par jour en 2018? Environ 250 000, environ 750 000, ou encore environ 1 250 000. Environ 1 250 000. C'est le numéro 3 qui est souligné. Chat français, le 2. Et pour l'autre chat, également le 2. Je rends la parole à Michiel, après quoi nous passerons à la présentation des membres du panel. Merci beaucoup. C'était amusant de voir la réponse des uns et des autres. Voilà, c'était intéressant de voir que la réponse a été le 2 dans les 2 chats. Nous avons maintenant 3 membres de panel. Sylvie sera l'annonciatrice.
Avec moi à table, j'ai maintenant les 3 personnes invitées que je présenterai dans leur langue. Je passe au français parce que notre première intervenante est Anne Perouet. Anne Perouet est professeure en textile à l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Et dans la technologie textile, nous avons la partie dure et la partie douce. Et la partie douce, c'est tout ce qui est aqueux, donc qui est basé sur l'eau. Et Anne Perouet est spécialisée dans toute la fonctionnalisation du textile, une phase extrêmement importante pour rendre ce textile propre et fonctionnel. Je donne la parole à Anne en direct de Roubaix. Anne, nous ne vous entendons pas, donc vous devrez refaire un nouveau départ. Voilà. Excuse à l'audience. Bienvenue, Anne. Voilà, c'est moi qui m'excuse. Donc, je voulais vous remercier pour cette invitation dans cette conférence. Je suis très contente de pouvoir participer. Pour commencer, je vais vous proposer la première diapositive. Effectivement, je suis professeure à l'ANSET à Roubaix, dans cette école dont vous avez déjà vu la description. Donc, nous pouvons déjà passer à la deuxième diapositive. Puisque je suis professeure, on va parler de la mode durable et des matériaux durables, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le durable? En fait, c'est une notion, on le voit bien avec les jeunes qui viennent d'intervenir, qui est une notion assez évidente aujourd'hui, mais qui pourrait mériter effectivement une redéfinition. Si on peut regarder dans la diapo suivante. Oui, Sarah. Qui en fait date de 1987. Donc à cette époque, j'étais une jeune ingénieure et je me rappelle très bien que cette définition m'est passée complètement inaperçue et je pense qu'on était assez nombreux il y a 30 ans à ne pas avoir toutes ces notions de durabilité. Aujourd'hui, c'est une évidence pour les jeunes. Et je reprends la définition du développement qui donc répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités du futur à avoir leurs propres besoins. Donc en fait, ça repose sur 3 concepts. Tout d'abord, le concept des besoins. Quels sont nos besoins? D'autre part, le fait que la planète est finie et donc on pourrait à un moment donné ne plus avoir suffisamment de ressources et qu'on est dans une question de surexploitation de la planète. Et enfin, la notion de futur, et finalement le futur, nous y sommes. 30 ans plus tard, nous sommes en plein au cœur de cette question de surexploitation de la planète. Et quelle est en fait cette exploitation de la planète? Et sur la diapositive suivante, on peut voir que la mode est un contributeur assez important. Et je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est d'abord de pouvoir bien connaître dans quelle mesure tout ce qu'on fait, et en particulier l'industrie de la mode et des matériaux durables, ont une contribution à l'impact environnemental et à l'épuisement des ressources. Quand j'achète un t-shirt, finalement, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Dans mon emballage, j'emporte 200 grammes de tissu. Et ces 200 grammes de tissu correspondent finalement à assez grosses quantités d'impact, environ la même quantité de produits chimiques qui ont été déversés dans les rivières ou sur les terres, environ 20 kilos de dioxyde de carbone qui ont été émis dans l'air et qui contribuent au réchauffement climatique, et environ 200 kilos d'eau qui ont été utilisés. Donc, ça veut dire que je porte l'ensemble de ces impacts au même moment où j'achète mon t-shirt. Et quand on voit effectivement les quantités très, très importantes de vêtements qui sont produits chaque jour, comme on vient de le voir avec l'exposé précédent, c'est autant
on imagine sur la planète tous ces produits chimiques, tous ces gaz à effet de serre et enfin ces quantités énormes de liquides d'eau qui sont déversées. Et pour l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir analyser d'où ça vient. Et pour faire cette analyse, pour repenser le textile, il faut prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des vêtements, depuis la fabrication des fibres, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, avec la fabrication des étoffes, du fil, des tricots ou des tissus, et aussi leur ennoblissement, leur teinture. Enfin, la fabrication du vêtement. Cette chaîne de fabrication est très longue et nécessite, comme je l'ai dit, des grosses quantités d'eau, d'énergie pour rejeter beaucoup de pollution. Et enfin, il y a aussi les phases de distribution qui vont avoir un impact sur l'environnement et aussi les phases d'utilisation à la maison lorsqu'on va entretenir le vêtement, le porter et à la fin le jeter. Donc, l'enseignement que l'on a et les recherches que l'on fait au niveau du laboratoire Gemtex à Roubaix portent sur l'exploitation de l'ensemble de ce cycle de vie pour essayer de trouver des solutions à chaque étape et pour pouvoir repenser la production et repenser aussi en fonction de l'usage qu'on va en avoir et en fonction de la fin de vie. C'est tout le domaine qui concerne l'éco-conception. On voit que aussi, il n'y a pas que il n'y a pas que les ingénieurs qui sont concernés par ça, mais en fait, toute la supply chain et les créateurs, et les acheteurs et même les utilisateurs, chacun d'entre nous. Et pour repenser cette chaîne de vie, on a fait au laboratoire énormément de simulations. Aussi, on a beaucoup travaillé sur les procédés. Et finalement, un des leviers très importants sur lequel on peut penser, c'est le levier de la réutilisation, puisque finalement, on va pouvoir, par exemple, baisser l'empreinte en eau en travaillant sur d'autres fibres que la fibre de coton. On va pouvoir baisser l'empreinte en CO2 en baissant l'impact de l'énergie, mais on va pouvoir baisser l'ensemble de tous ces impacts si on utilise le plus longtemps on utilisera nos vêtements, le plus longtemps on va amortir ces impacts à la fabrication. Et quand on va porter le vêtement, à chaque portée, eh bien, on va alléger finalement l'empreinte environnementale de ce vêtement. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir baisser l'empreinte de tous nos vêtements. Et ça veut dire qu'il faut revoir tout à fait toute l'étape de conception et aussi la manière dont on va faire travailler dans la mode, dont on va vendre les vêtements, dont on va les acheter, dont on va les porter, dont on va les revendre, dont on va les réparer, dont on va les upcycler, dont on va les réutiliser, dont on va leur donner une deuxième vie, une troisième vie et à la fin jusqu'au recyclage. Je laisse la parole à l'orateur suivant. Merci beaucoup. Merci, professeur Perouet. Nous repassons ici à la table. Merci pour cette introduction qui cible bien deux problèmes importants. D'une part, le travail sur toute la filière, donc du début jusqu'à la fin. Et également, thème important, c'est de repenser le produit de telle sorte qu'il a une longue longévité, parce qu'effectivement, l'empreinte du produit n'est pas seulement liée à sa production, mais également est liée à sa durée de vie. Alors nous passons au deuxième orateur, André-Anne Lemieux, qui est professeure à l'Institut français de la mode, où elle détient la chaire Kering, chaire en durabilité textile. Et André-Anne a un parcours intéressant, elle est docteur
de l'Université de Montréal au Canada, mais elle a travaillé auprès du groupe Richemont, auprès de la marque Cartier, pour cartographier en effet sa filière de production dans le secteur de la luxe. Et donc, elle a une très bonne vision de la marque, de ce qui se passe en amont. Andréane, nous passons à Paris. La parole est à vous. Merci beaucoup, Michel. Oui, merci beaucoup de cette belle invitation sur un sujet qui est passionnant, qui nous passionne évidemment à l'Institut français de la mode. Donc, nous avons créé la chaire Sustainability IFM Kering il y a maintenant 1 an, ce qui nous a permis de mettre en place différents leviers pour répondre à ces 2 verbes si forts de rethink et reuse et reduce. Enfin, le reuse contribue au reduce. La chaire Kering a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de transmettre les valeurs pour qu'on puisse vraiment repenser le modèle. Donc, repenser le modèle durable à quelque part. Donc, c'est quoi repenser le modèle? Et comme vous l'avez si bien dit, c'est repenser l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, c'est le produit, mais c'est au-delà du produit qui va nous permettre de le transformer, de le repenser. C'est de transformer nos processus, nos organisations, notre mode de gestion de données. Donc, tout ça va contribuer à faire évoluer la mode et la transformation dans laquelle on est. Et nous sommes convaincus à l'Institut français de la mode et avec Kering, dans le cadre de cette chaire, que si on réussit à transmettre les bonnes clés de compréhension à nos étudiants, et même au-delà, parce que je pense que ça, une fois compris, tous devenons vecteurs de changement, on a un vrai potentiel d'accélération de la transformation. Donc, et si je passe au 2e verbe d'action, de reduce et reuse, là, c'est vrai qu'on étudie beaucoup l'ensemble des gisements potentiels aujourd'hui. Les gisements sont nombreux, il y a tellement déjà sur le terrain à réutiliser et à repenser sur la manière de les utiliser. Donc, soyons vraiment créatifs et utilisons aussi la diversité et la beauté de ce que la planète finalement nous offre et nous a déjà offert. Donc, comment on utilise déjà ce qui est disponible et avec une grande diversité. Donc, et tout ça m'amène à parler de lorsque l'on parle de rethink et reuse, on peut vraiment intégrer la démarche d'économie circulaire. On est vraiment dans ces 2 leviers, pour moi, principaux, qui nous permettent d'entrer dans cette démarche qui, selon moi, et ce que l'on voit émerger aussi, c'est le seul modèle compatible avec la croissance. Donc, c'est vrai que on parle de développement durable, on parle souvent de décroissance et je pense qu'on aura passé par certaines décroissances, certes, mais le modèle d'économie circulaire nous permet la croissance, c'est tout à fait compatible. Et c'est là où on a un vrai avenir sur l'économie circulaire et il y a tout à travailler. Donc, avec la chaire, donc on a cet objectif donc, de formation et évidemment cet objectif de formation, de recherche scientifique, de contribution scientifique sur ces domaines. Donc, voilà. Tout ça s'inscrit aussi dans une transformation au niveau de l'Institut français de la mode, puisque il me fera plaisir de vous recevoir dans notre nouveau campus qui est actuellement en rénovation, où nous aurons tous ces ateliers de développement et d'innovation qui nous permettront aussi de tester ces solutions, tant au niveau de l'éco-conception des produits avec nos créateurs, mais aussi ces espaces de pensée au niveau du management pour repenser cette chaîne de valeur depuis l'amont, bien sûr, depuis les matières premières, mais jusqu'à la fin de vie. Donc, on va aussi beaucoup travailler les notions de traçabilité amont, mais traçabilité aval également.
Donc voilà, donc merci beaucoup pour cette invitation et le sujet est passionnant, donc j'ai hâte à tous ces échanges. Merci. Merci Andréane, vous êtes avec nous en direct de l'IFM qui est effectivement quasiment un paquebot au bord de la Seine, quai d'Austerlitz. Quand vous traversez de la gare de Lyon, vous y arrivez. Wij gaan nu Nous passons maintenant à notre troisième orateur. Nous venons d'entendre une oratrice canadienne, donc vous voyez que c'est international au plus large. Jean Mailly est professeur à l'université Saxion à Enschede, une des plus anciennes au monde. Cette école supérieure est active depuis 500 ans. Il a étudié à Anvers. Il a une très grande carrière dans l'industrie, comme Bonnard et autres. Il est donc spécialiste dans la compréhension de la fibre et il est une fois de plus tellement important d'accorder toute son attention à toute la chaîne. Jan. Merci, Michiel. Je vous parlerai en néerlandais, chers collègues, amis, étudiants. Aujourd'hui, je voudrais bien entendu parler du thème repenser et réduire. Et j'ai également quelques diapos à vous montrer. Aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu parler, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais c'est le 4e vendredi du mois de novembre qui est connu aux États-Unis comme Black Friday. Qu'est-ce que Black Friday? C'est vraiment le moment commercial le plus intense de toute l'année et ce, pour une grande partie de l'industrie et notamment également dans l'industrie du textile et de l'habillement, avec d'énormes réductions, mais surtout un chiffre d'affaires énorme. Réduction de prix, évidemment. Vous voyez ici que le Black Friday est véritablement l'équivalent de fast fashion. Qu'est-ce que la fast fashion? C'est une manière d'apporter sur le marché des textiles, de générer un chiffre d'affaires et ce, sur la base de produits de moins en moins bons et de plus en plus bon marché. Voilà le suivant, s'il vous plaît. Voilà quelques chiffres. Les orateurs précédents ont déjà fait allusion à quelques chiffres quant à l'utilisation de l'eau, l'empreinte CO2, les matières premières, mais si vous regardez ces chiffres de la Ellen MacArthur Foundation, il me semble que ceci est tout à fait évident et parle à notre imagination. Vous voyez ici les chiffres 2000-2015. Les chiffres ne sont peut-être pas très récents, mais l'essentiel est qu'en 2000, 50 milliards d'unités de pièces de vêtements avaient été vendues. 15 années plus tard, nous en sommes à 100 milliards et cette tendance ne va pas à la diminution. Vous allez me dire que c'est très bien, c'est de la croissance. L'oratrice précédente a déjà indiqué que la croissance durable ne peut pas continuer sur cette tendance. Maintenant, je voudrais reprendre les chiffres car à côté, vous avez également quelque chose en vert, vous voyez que nous achetons plus de vêtements et nous les utilisons moins. Donc ça, c'est la ligne verte, c'est l'utilisation du vêtement. C'est un modèle linéaire qui n'est pas viable. Je plaiderai donc pour un retour à l'artisanat. Voici un petit ouvrage qui a été écrit par les directeurs du Museum of Modern Art, Glenn Adamson. Fewer, better things, des choses meilleures, mais en moindre quantité. Regardez le symbole, ce sont ces vieux ouvrages, ces vieux livres. Et lorsque vous regardez des livres anciens, vous constaterez qu'ils n'ont pas été fabriqués pour
une génération. Non, ces livres doivent être transmis de génération à génération. Ces ouvrages ont été réalisés sur la base de beaucoup de connaissances, avec beaucoup d'amour. On a utilisé du parchemin ou du cuir organique, et ceci a été le cas jusqu'au XVIIIe siècle. Donc un véritable artisanat, et c'est cet artisanat pour lequel je voudrais plaider également dans l'industrie du vêtement. Il faut aller de réduire, reduce à rethink, repenser, car après tout, nous disposons d'un patrimoine aux Pays-Bas, mais également à Lille, en Belgique. Nous avons tous ces pays autour de la mer du Nord où il y a cette tradition historique quant à l'utilisation du textile. Voilà, aux Pays-Bas, à l'est des Pays-Bas, au XIXe siècle, vous aviez l'industrie du textile sur une très grande échelle. On ne trouve plus ce genre d'image. Pourquoi? Parce que les conditions de travail, les salaires de ces personnes au XIXe siècle n'étaient plus viables aujourd'hui. Mais ça existe ailleurs. Et je pense notamment à l'Asie, où il y a des conditions de travail qui ressemblent à celles-ci. Nous sommes fiers d'être passés de l'artisanat à l'industrie du textile, mais il va falloir réfléchir à ce qu'est cette industrie du textile qui devrait revenir à un concept plus artisanal. Il est évident que je ne vais pas expliquer tout cela dans les détails, il y a énormément de données, mais il faut comprendre qu'il s'agit là d'un cycle circulaire, d'une production circulaire. Il y a également le mot déchet. Je n'aime pas trop le mot déchet. L'essentiel est qu'il faut réutiliser tout cela. Dans l'économie circulaire, il y a pas mal de différences. Je voudrais prendre ce cycle gris. Il s'agit d'entraînement, de formation, de sensibilisation, de comportement. Si nous regardons à gauche, en haut à gauche, vous verrez que la formation des créateurs est très importante. Les personnes qui m'ont précédé, qu'il s'agisse de l'ENSAIT ou de l'IFM, cette formation est essentielle. Cette formation peut être donnée dans des centres de connaissances qui ont été créées dans le cadre de la création durable. Eh bien, notre université Saxion des sciences appliquées est en train de mettre en place un tel centre de connaissances pour la création durable. Nous avons des étudiants qui veulent se lancer dans ce processus, mais il y a également tout l'aspect recherche des processus. Cette recherche en nouveaux matériaux, nouveaux processus, tout cela est intimement lié à la création durable. Et je regrette de devoir constater que les créateurs ne sont pas encore trop au courant de ces nouveaux innovatifs, ces textiles qui doivent être recyclés, mais upcyclés, comme on dit en bon français. Nous pouvons ainsi penser à une révalorisation du produit. Il faut également une responsabilité de la part des producteurs. La France, d'ailleurs, a donné le bon exemple parce que l'EPR existe déjà en France et je pense que vers 2020-2022, nous aurons également cette possibilité de transition. Mais ceci doit être fait au niveau européen si nous voulons véritablement obtenir un succès. Donc, la revalorisation du textile, de la production et de la capacité de production en Europe. C'est ainsi que nous pourrons passer d'une économie qui était fondée sur l'avoir, sur la propriété, à une économie fondée sur le partage, par exemple.
On ne peut pas tout partager, bien entendu, mais les créateurs, les technologues, l'industrie, mais également nos politiques, nos régulateurs, qu'il s'agisse de la législation, de la fiscalité, tout cela doit aller main dans la main. Je souhaite passer maintenant à un cliché suivant, une initiative régionale qui s'appelle TEX+. Et vous allez voir ce que j'entends par TEX+. Il s'agit là de la Fondation TEX+. C'est une initiative locale. Voilà mon dernier thème central. Je pense que c'est au niveau local que nous allons pouvoir donner le bon exemple afin de régler un problème qui, lui, est global, mondial. TEX+ a pour membre un certain nombre d'entreprises. Vous voyez ici le cycle, une entreprise qui collecte l'habillement, ensuite Headroute qui va trier ses vêtements et ensuite Frankenhaus qui va retirer les fibres. Ensuite, Saxion, notre université, et Saxel, c'est une technologie qui permet de régénérer le coton en cellulose. Donc, ce matériau va pouvoir être réutilisé à Enschede, qui est la ville du textile. Donc, utiliser cette bonne technologie et la réutiliser pour en fabriquer de nouveaux matériaux. C'est donc un objectif très concret, un doublement de la collecte de tout ce qui a été jeté, et cela permettra de faire une économie énorme. Notre province, Twente, a plus d'1 million d'habitants, donc nous aurons une réduction de textiles brûlés de 7 millions. Autrement dit, il y aura moins d'émissions, là aussi, de CO2. Nous allons donc pouvoir obtenir une plus grande valorisation du textile. J'en ai terminé. En direct de Enschede. Je repasse en français parce que l'orateur suivant sera Jan Wunsch. Jan Wunsch est notre jeune talent qui joue le rôle, ne tirez pas sur le pianiste, il joue le rôle d'agitateur. Jan est luxembourgeois, donc nous restons cosmopolites. Il est luxembourgeois, mais il est étudiant à l'haute école de commerce de Windesheim à Zwolle, qui est une des capitales provinciales des Pays-Bas. Il fait là un baccalauréat en administration commerciale. Et comme beaucoup d'étudiants que je connais, il est en même temps étudiant et entrepreneur parce qu'il a créé sa propre marque d'habillement, Ragnarök Clothing, et ce n'est pas une entreprise de mode ordinaire. Et Yann rêve d'un monde où on cesse de fermer les yeux sur les effets et les coûts réels des modes de production, et pour lui, le monde est obligé de passer progressivement à des modèles de production circulaires, mais sans priver les clients, les consommateurs de leur liberté de choix. Yann, vous avez le rôle de nous provoquer ou de nous agiter de façon tout à fait protégée d'ailleurs par moi. Quels sont vos apprentissages? Que voulez-vous donner au public? Tout en sachant que le public a le droit de réagir, bien sûr, par chat. Et je vois les premières questions venir, mais je vous stimule à venir avec plus. Yann, nous passons à Zwolle. Quel est votre commentaire? Oui, merci beaucoup, Myril. Bonjour à tout le monde. Et donc aussi, merci à Sylvie pour la présentation de notre manifeste avant. On est très content comme jeune talent d'avoir l'opportunité de transmettre notre message. Et comme Myril l'a déjà dit un peu, c'est un message d'urgence surtout. Il faut vraiment poursuivre ce renouveau de l'industrie de la mode. Et comme déjà illustré auparavant par les autres panélistes, il faut vraiment repenser le tout et ça a beaucoup de facettes. Donc, je vais juste passer à quelques-unes. Donc, déjà, le système, à la base, le système qui est dédié au profit maximal. Donc, on est vraiment on est dans la chasse au profit, ce qui n'est pas durable en soi.
Et donc, il faut vraiment aussi évaluer nos besoins. Quels sont nos besoins? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'acheter en masse comme on le fait aujourd'hui? Et donc, c'est très pertinent que cette conférence se tienne au Black Friday, cette, disons, énorme fête de consommation, de la consommation absurde. Et donc, il faut vraiment évaluer nos besoins, évaluer la manière dont on consomme. Et donc, nous, comme Jeune Talent aussi, on est convaincus qu'il faut passer d'une réduction de l'impact sur l'environnement à un impact positif sur l'environnement. Comme on a les moyens de faire ceci aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facettes et beaucoup plus à dire sur ceci. Et donc, je suis très content d'avoir la possibilité de faire partie de cet échange intéressant. Merci, Michiel. Merci Yann, merci de nous rappeler de l'importance de Black Friday. Moi, je vous conseille, allez promener votre chien dans les bois cet après-midi, n'allez pas dans les commerces. Premier apprentissage que je prends de la matinée, bienvenue à poser les questions dans le chat, mais la première question qui, moi, je me pose et que je voudrais adresser à Anne et Andréane. Vous êtes à Roubaix et à Paris, dans les matériaux et dans le luxe, dans la mode. Comment est-ce qu'on relie les créateurs aux nouveaux matériaux et où commence-t-on? Commence-t-on avec la création ou commence-t-on avec les nouveaux matériaux? Anne, chez moi à Roubaix. Le rôle des créateurs est fondamental. Effectivement, nous, on peut, les techniciens, proposer des nouveaux matériaux. Mais il faut que ces matériaux il faut que les créateurs puissent s'en emparer. Et de fait, on n'est pas tout seul, effectivement. Et c'est pour ça que les ponts entre ces deux activités sont de plus en plus importantes. En France, il y a de plus en plus de manifestations à ce sujet. En particulier, on a créé aussi un groupement des écoles de l'enseignement supérieur qui sont autour du textile et qui travaillent à la fois sur la partie création et à la fois sur la partie design. C'est un vrai challenge aujourd'hui et nous, dans notre formation, on inclut de plus en plus des cours de design pour que les étudiants ingénieurs puissent discuter de plus en plus discuter avec les designers et partager leurs expériences. Andréane, la perspective des créateurs? Les créateurs sont essentiels, nous dit Anne. Comment est-ce qu'on forme les créateurs à la compréhension des polymères? La base, pour moi, Michiel, c'est l'émotion. On passe déjà par l'émotion. Donc, comment on passe par l'émotion? Pour moi, c'est déjà une compréhension, une sensibilisation de ces nouvelles valeurs, les nouvelles valeurs du développement durable. Pour moi, une approche déjà de prise de recul sur le sujet. Avant même de parler de matériaux, il faut comprendre d'où on vient, il faut comprendre de l'état actuel des choses. Et lorsqu'on vit une émotion, et ça, je pense que c'est beaucoup plus large que juste les créateurs, mais c'est vrai que les créateurs fonctionnent beaucoup avec leur sens, avec leur trip. Et donc, pour moi, il y a une question de sensibilisation et de formation sur ce nouveau système de valeurs du développement durable et l'intégration. Notre agitateur nous parlait de cette course financière et je suis d'accord. Et en fait, il faut aller au-delà de ça et changer de référentiel et passer sur un référentiel avec des nouveaux capitaux, les capitaux humains, les capitaux sociaux et les capitaux nature. Et comment on fait pour justement passer sur l'impact positif de ce capital nature que l'on a substitué à quelque part pour créer du capital financier depuis toujours. Donc aujourd'hui, comment on fait pour redonner de la valeur à ces capitaux et en passant par des formations, des workshops appliqués, une sensibilisation qui les touche profondément. Là, ensuite, on peut parler plus technique, on peut parler plus de conception. Mais une fois que l'émotion est créée, et en fait,
on a envie que ces créateurs de demain changent le monde. On a envie qu'ils voient le produit différemment, qu'ils utilisent les matériaux différemment, qu'ils utilisent de nouveaux matériaux ou qu'ils utilisent des matériaux déjà existants. On parlait d'upcycling aussi tout à l'heure. Donc, c'est toute cette réflexion technique qui vient dans un deuxième temps pour moi. Le premier temps, c'est vraiment une création d'émotions face à ces nouvelles valeurs, face à ce nouveau modèle, à quelque part. On parle de rethink, le rethink du modèle. Donc, ça passe par ça en premier. Et ensuite, on parle plus technique et on parle de matériaux, on parle d'éco-conception, de vision du cycle de vie et d'impact produit jusqu'à sa fin de vie pour réintégrer dans ce mode circulaire. Merci Andréane. Ça me fait penser à la remarque de Daniel Brugman la semaine passée qui disait en fait qu'on ne peut pas porter avec amour quelque chose qui n'est pas fait avec amour. Donc l'émotion, effectivement, peut sensibiliser, mais je me demande à ce moment-là, comment est-ce qu'on passe de l'émotion ou du refus ou d'être fâché par rapport aux matériaux qui sont faits? Comment passe-t-on, Jan Mahi, de l'émotion du produit vers des nouveaux matériaux? Saxel est un produit qui a été développé à Enschede, qui est en fait une viscose d'un coton régénéré. Comment est-ce qu'on transfère l'émotion vers la fibre, vers le matériau? Hoe vertalen we die emotie naar een product? Jan. Merci, Michel. En effet, comme l'a dit la personne qui a parlé avant moi, c'est l'émotion qui est importante. Il est évident, c'est tout à fait notre force motrice, l'émotion. Mais je pense que nous devons également penser aux matériaux et aux processus et nous devons les positionner de manière très précise. À côté de l'habillement, il y a également les textiles utilisés pour la maison. Vous avez par exemple là les rideaux, les vitrages, les voilages, j'ai des tapis. Tous ces textiles sont déjà fabriqués sur la base d'une économie circulaire ou en tout cas qui peuvent l'être. Mais là encore, ces matériaux sont fabriqués très loin d'ici, notamment en Chine, et les activités régionales, locales et leurs possibilités de recherche, eh bien, tout cela n'est pas utilisé de manière suffisante. Et il me semble que l'Europe, par exemple, dans le cadre de Green Deal, a joué son rôle et qu'il faudrait beaucoup plus stimuler ces activités. Le textile pour la maison, c'est là aussi où l'émotion joue un rôle. On aime s'entourer de belles choses, certes. Mais lorsque je pense aux tonnes de matériaux, quant au volume que cela nécessite, il y a là aussi pour nous de grandes opportunités, mais également pour l'industrie du textile, du vêtement, d'apprendre de tout ce qui se fait dans le textile pour la maison. Je pense que nous devons mutualiser toutes ces connaissances afin de nous aider à mettre en place de nouveaux processus, aider les jeunes créateurs, comme par exemple nos jeunes talents aujourd'hui, les motiver à plus se pencher sur tous ces nouveaux matériaux. Cette réflexion me fait penser à mon divan. Moi, j'ai un divan qui est déjà depuis 7 générations dans la famille et je viens de le faire refaire, donc à niveau tissu, parce que celui qui était là il y a 25 ans était un peu abîmé. Donc parfois, il y a des logiques différentes dans le textile. C'est intéressant d'apprendre des différentes logiques. Je vais revenir tantôt à Andréane, parce que dans la mode, il y a aussi le luxe. Et le luxe, c'est souvent fait pour tenir. J'aimerais aller vers Yann. Nous passons au Luxembourg ou à Zwolle. Yann, vous êtes inquiet, vous êtes fâché, vous avez créé une marque qui est différente. Comment pour vous est le parcours de faire cette traduction d'une émotion vers une marque, vers un produit? Oui, je pense que l'élément le plus important, si on veut passer à une émotion avec nos vêtements, avec une relation qui doit être renouvelée, je pense vraiment qu'il faut combattre cette anonymité dans le secteur de la mode. On est arrivé à une anonymité extrême, je pense, parce qu'on ne sait plus qui a
voilà, qui a vraiment fait le vêtement. On ne sait pas qui est le créateur derrière ce vêtement. Et donc, je pense vraiment que la transparence, à l'extrême, la transparence serait un moyen pour revenir à une connexion avec nos vêtements. Je pense que cet élément n'est vraiment pas à négliger. Merci Yann. Andréane, je vais vers le luxe parce que nous avons le fast fashion qui est devenu un modèle dominant pour les jeunes, mais il y a aussi encore un modèle du luxe. Est-ce que le fast fashion peut apprendre du luxe ou est-ce que le luxe craint apprendre du fast fashion? Tous peuvent avancer dans cette démarche, mais il est vrai que le luxe est dans cette démarche de durabilité depuis toujours. Ça fait partie de l'ADN. On réfléchit, on développe et on produit des produits de luxe pour les passer d'une génération à l'autre. Alors, ça implique autre chose, mais ça implique un service après-vente et un modèle différent, mais sur la durabilité, il est certain que les savoir-faire sont très importants au niveau du luxe. On voit le produit d'une génération à l'autre, on s'achète une montre pour l'offrir à notre fils. Enfin, c'était aussi des moteur de l'industrie. Après, dans l'autre sens, on peut les savoir-faire, voilà. Alors, est-ce que dans l'autre sens, la question est bonne, est-ce que dans l'autre sens, le luxe peut apprendre de la fast fashion? Je pense qu'il y a des groupes aujourd'hui qui se bougent très rapidement, qui sont vraiment enclins dans une démarche de transformation. Ils sont conscients de leurs impacts et ils font en sorte de bouger et de s'impliquer à différents niveaux, que ce soit dans les groupes de travail au niveau de la Commission européenne ou dans leur implication sur le terrain, ou via des méta-organisations que l'on voit comme le Fashion Pack, par exemple. Donc, je pense que de part et d'autre, tous à apprendre sur les démarches, mais surtout, il y a une question, je pense, au-delà d'apprendre l'un et l'autre, c'est une question d'intelligence collective. Comment on fait pour aussi simultanément avancer ensemble pour transformer nos modes de fonctionnement, en fait, que ce soit et là, on parlait de transparence. La transparence, c'est aussi soutenu par une traçabilité, c'est de comprendre où sont faits nos vêtements ou nos accessoires et comment ils sont faits, donc tant d'un point de vue impact environnemental que d'impact social. Et ça, tous ont à s'améliorer aujourd'hui sur ce sujet. J'aimerais repasser à Roubaix parce qu'une autre passerelle qui est intéressante, parce qu'il faut le dire quand même, l'enseignement et la recherche textile a survécu une période très difficile, en partie à cause du textile technique. Le textile technique a été pendant 20-30 ans le segment le plus porteur de l'industrie textile européen. Donc, des institutions comme Saxion, comme Anset, comme l'Université de la Chapelle et d'autres sont maintenues parce que le textile technique existe. Mais maintenant, Anne Perouet, qu'est-ce que la mode peut apprendre du textile technique? Est-ce qu'il y a une passerelle là qui permet de transférer des apprentissages et de transférer de la connaissance? Maintenant qu'on redécouvre la mode, quelle est votre contribution de faire revivre la mode par l'enseignement du textile technique? Oui, absolument, parce que en fait, la mode souffre la mode et l'habillement souffrent d'une image. On pense que la fabrication d'un vêtement, c'est très simple. On est même capable de comparer la fabrication d'un vêtement à la fabrication d'un emballage. Et moi, ça me choque. J'ai travaillé dans l'industrie chimique pendant 6 ans, en particulier l'industrie de ces plastiques. Et je connais les procédés de transformation des plastiques et le procédé de transformation des textiles. Et ça n'a rien à voir. Il y a un savoir-faire textile qui est très, très important et qui est très, très technique. Et justement, les textiles techniques mettent en avant cette technicité qui est partagée par les ingénieurs, mais aussi par tous les acteurs
de cette chaîne d'approvisionnement qui est très longue, les filateurs, les tisserands, les ennoblisseurs, les tricoteurs, etc. Et autant on est capable de bien voir la technicité dans les textiles techniques, autant on ne l'imagine pas dans l'habillement. Et or, elle y est. Et aujourd'hui, je pense aussi que il faut que ça retourne vers les fabricants pour qu'ils puissent considérer que leur métier est un métier technique et pas un métier simple. Il y a vraiment de la technicité et de la science même à développer et elle ne pourra se faire qu'en partageant l'ensemble des expériences de chacune de ces étapes de fabrication. Et ça, c'est un vrai challenge international et je pense que ça peut nous revenir aussi à nous les chercheurs d'arriver à produire une connaissance qui puisse être partagée par tout le monde et qui devienne de plus en plus universelle. Ça paraît évident à tout le monde que la chimie est une science. Ça ne paraît pas évident à tout le monde que le textile en est une. Et moi, je pense fondamentalement que le textile est aussi une science. C'est une contribution tout à fait importante du professeur Perlouet. Il s'agit là d'un artisanat, certes, mais également d'une profession où résident des connaissances historiques. Je pense à la dentelle de Calais, où il existe déjà une industrie de la dentelle qui a survécu, mais qui fait partie de notre monde. Nous voyons que cette connaissance existe non seulement à Calais, mais en Belgique, aux Pays-Bas, et nous risquons de perdre cette connaissance qui a été accumulée de génération en génération. On a l'impression que ces connaissances tendent à disparaître. Yann Mahi, vous avez beaucoup parlé, travaillé sur le capitalisme. La question, est-ce qu'il y a une autre façon de penser le capitalisme? La fast fashion, n'est-ce pas également quelque chose qui est né de la course au capital? Et après tout, tout cela finance également nos retraites, garde en équilibre la planète. Merci, Michel. C'est une belle question. Je pense que le modèle actuel n'est pas approprié à la circularisation de l'industrie du textile. Quelqu'un en a parlé juste avant moi. Le fait que vous puissiez prendre les matériaux, les technologies pour susciter de l'émotion, pour en créer de nouveaux matériaux, de nouvelles étoffes ont un prix. Autrement dit, il y a la propriété intellectuelle à prendre en considération et chacune des entreprises veut se fonder sur cette propriété intellectuelle afin d'accumuler les gains. La première oratrice nous a indiqué que la croissance durable est possible. J'ai quant à moi quelques doutes sur la base du système actuel qui nécessite véritablement une approche au niveau mondial. Commençons par une approche européenne. Et il faudrait s'attaquer à ce système capitaliste de sorte que le gain ne soit pas le seul élément de la croissance. Les finances ne constituent pas le seul élément. Et on voit que cela évolue. Philippe Aka, par exemple, qui a son entreprise de mode, qui hier a indiqué qu'elles ne participeront pas à Black Friday. Autrement dit, n'adhéreront pas à une nécessité, à un besoin qui en quelque sorte est artificiel parce que qu'est-ce qu'ils visent? C'est le chiffre d'affaires. Eh bien, cela permet d'accélérer le chemin vers la transition. Et comme l'a indiqué le jeune talent, l'identification avec un produit, même si ce produit coûte plus cher qu'un produit fast fashion, cela permettra
au détriment de la valeur pour l'actionnaire, mais au détriment de cette valeur de l'actionnariat, vous allez pouvoir créer une industrie durable. Et je l'appelle de tous mes voeux. Et pour cela, il faut l'adhésion de tous les acteurs, le monde politique, le législateur, etc. Merci Yann. Je repasse à Roubaix. Et la discussion que nous avons, mais également les apports de l'audience, pose la question, est-ce que le modèle fast fashion, modèle industriel qui délocalise tout et qui sous-traite toute sa production, est-il un bon modèle? Et moi, je me souviens, il y a 30 ans que je faisais ma thèse de doctorat à Roubaix, et il y a 30 ans à Roubaix, où je suis maintenant virtuellement, effectivement, il y avait encore de l'industrie textile, et un groupe comme Lanière de Roubaix, par exemple, possédait également des marques de mode, Rodier par exemple. Il y avait encore Boléro, entreprise de lingerie, corsetterie, à Roubaix même. Mais tout cela a disparu. Nous n'avons plus une filière intégrée. Et Anne, vous qui êtes à Roubaix, devons-nous recréer une nouvelle filière? Donc, pas une filière désintégrée, délocalisée, sous-traitée, mais de recréer vraiment une filière industrielle. C'est des questions difficiles pour un prof d'université. J'étais là pour ça. Voilà, je suis spécialiste en matériaux. Bien sûr, on le rêve. Moi, j'ai vu effectivement à Roubaix disparaître l'industrie textile tout doucement depuis 30 ans que j'y travaille. Et c'est vrai que c'est autant de savoir-faire perdu. Et la question est, est-ce que c'est possible de recommencer? Je pensais il y a 20 ans, on imaginait peut-être ça, on imaginait on se disait pourquoi pas, en se disant, et beaucoup de gens disaient non, c'est impossible. Moi, je pense aujourd'hui que tout est là pour que ça recommence. Mais c'est un avis personnel et pas un avis de professeur. Je ne suis pas spécialisée dans cette macroéconomique-là. Je vais passer à Andréane avec environ la même question, parce qu'elle est posée aussi par nos auditeurs. Comment est-ce qu'un acheteur, un créateur est sûr que ça va bien dans ses usines? Et comment peut-on considérer cette logique de sous-traitance, donc on produit chez quelqu'un d'autre, comparé à l'intégration verticale, et vous voyez ça à Paris mieux que moi ici, de plus en plus, des groupes de luxe rachètent leurs fournisseurs. LVMH achète l'Europiana, Chanel a repris cette tannerie en Alsace, Hermès est devenu également un groupe industriel. Comment est-ce ce débat sur l'intégration industrielle, de maîtriser ses connaissances par rapport à ce modèle plus américain de tout faire à distance et de ne rien contrôler? Il y a une vraie question de prise en main de son destin, en fait. C'est qu'il est certain que lorsque l'on détient sa supply chain, on a plus de maîtrise sur les impacts. Hein. On y revient à ça, mais sur comment c'est fait et quels sont les impacts. Donc, effectivement, il y a une vraie tendance de verticalisation, enfin, de réintégration des savoir-faire en interne, d'une part pour pouvoir s'assurer de perdurer dans le temps. Enfin, il y a aussi la question dans le luxe de savoir-faire très spécifique qui étaient à risque de se perdre, donc de les réintégrer en interne comme ont pu le faire les différentes maisons que vous avez pu énoncer, Michael. Donc, il y avait cette perte de savoir-faire et à la fois cet accompagnement pour être aussi peut-être plus durable, à moins d'impact. Donc, après, on ne pourra pas tout réintégrer nécessairement non plus. Et donc, c'est là où adviennent tous les modes de gestion de gestion et d'audit social et de mesures d'impact social et environnemental chez ses partenaires. Et je dis bien partenaires puisque le mot sous-traitance est pour moi plus suffisant. Il faut être en collaboration, en partenariat sur du long terme pour pouvoir mettre en place des modes de fonctionnement durables. Et ce, autant pour les communautés que pour la gestion énergétique des sites, que pour l'impact sur la biodiversité, enfin la régénération de la biodiversité
dans nos cultures. Donc, ça va vraiment de l'amont et tout ça se fait en collaboration et on voit l'émergence aussi de solutions, d'outils qui vont permettre d'aider et de soutenir ces démarches, tant sur la partie gestion de la supply chain lorsqu'elle est externe que dans la partie intégrée au sein des maisons et des marques. Yann Wunsch, je passe à vous parce que vous avez mis en place une nouvelle marque, Ragnarök. Et comment voyez-vous cette vision? Comment traduisez-vous votre émotion dans la génération de produits, la conception de produits, la fabrication de produits dont vous êtes sûr qu'ils survivent à la confrontation avec le consommateur dans sa dimension éthique? Yann? Oui, comme énoncé un peu auparavant, ce qui est pour nous le plus important, c'est de vraiment donner des informations et les informations complètes aux consommateurs parce qu'on est convaincu que le consommateur, s'il a toutes les informations, il est capable ou elle est capable à faire des choix qui sont plus en ligne avec les propres disons, moyens, d'abord moyens financiers, mais aussi avec les convictions. Ce que je voulais encore dire sur la fast fashion aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, ou ce que je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des marges énormes. C'est un secteur qui fait beaucoup d'argent. Et comme Jan Mahi a aussi déjà énoncé, ce qu'il faut vraiment tenir en compte, c'est comment sont distribuées ces marges. Donc, si on parle de passer de la fast fashion à une mode plus durable, il faut vraiment faire gaffe à ces marges qui sont déjà là. Pour aussi mettre un peu en perspective la question d'avant avec Zara, donc le nombre de vêtements produits, c'est 1,250 millions de pièces de vêtements par jour, ce qui fait 450 millions de pièces de vêtements par année. Et c'est Zara, ça fait 0,3% de la production globale. Donc, il faut vraiment voir qu'on est dans un âge de surconsommation et surtout aussi de surproduction. Si on considère que 30% des vêtements produits, surtout pour la fast fashion, ne sont jamais vendus. Donc, c'est des vêtements qui sont produits pour être jetés. Donc, je crois que la fast fashion a vraiment le potentiel et les marges de passer à des méthodes plus écologiques sans se ruiner. Merci Yann pour mettre en avant la question des marges, qui est également une question qui tient à la relation dans la filière. Moi, je me souviens, quand mon grand-père faisait encore des anoraks, il le vendait à 55 florins. Le produit était vendu au magasin à 100 florins. Il y avait une marge de 45 florins à l'époque sur un produit. Maintenant, ce même anorak de 55 florins est vendu à 200 florins dans le magasin. Et donc, ce qu'on a vu sur 50 ans, c'est un énorme passage de pouvoir des fabricants vers le commerce détail. Et maintenant, il y a plus de loyer d'un magasin dans un vêtement que de frais de fabrication. Donc, effectivement, important, reconcevoir la filière, c'est également reconcevoir les relations de pouvoir dans la filière. J'adresse cette question parce que c'est mon sujet personnel d'études dans mes études économiques. Et il ne faut pas l'oublier. Et beaucoup de gens le mentionnent également dans les questions cette semaine et la semaine passée. Je pense que c'est Yann qui a adressé la question du Black Friday, le modèle instinctif de refuser le Black Friday ou de transformer. Autre exemple qui est mentionné dans le chat, c'est IKEA qui fait du Black Friday pas un jour de vente, mais un jour de retour. Donc, on peut retourner les produits usés de telle sorte qu'ils seront donc recyclés. Yann Mahi, je passe vers vous. Je reste en français pour les traducteurs, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de trouver des méthodes à recycler le produit, donc de faire des fibres nouvelles. Et ces fibres nouvelles donnent-elles une alternative intéressante avec une émotion, ou bien c'est un produit recyclé avec moins de valeur? Est-ce qu'il y a aussi une valeur technique qu'on peut ajouter au produit, que ce soit du viscose régénéré de coton ou pour Anne Perrouet tantôt, des produits à base de lactide, le fameux PLA? Yann? Merci Michel.
C'est là un véritable défi lorsque nous voyons que les jeans, par exemple, ne peuvent pas être fabriqués avec du coton recyclé, du moins à hauteur de 40%. Et pourquoi? Parce que le coton recyclé mécaniquement n'a pas la qualité requise pour en faire un jeans. Et le jeans ne survivra pas. Et pour cela, il faut de nouvelles technologies. Au sein de Saxion, nous avons mis en point une technologie, mais il y a des solutions alternatives. Il y a aussi la possibilité de transformer le coton de manière chimique pour en obtenir une meilleure qualité. Mais si vous regardez les solutions alternatives, à l'heure actuelle, ces technologies n'ont pas encore atteint le stade où l'on puisse fabriquer ou recycler des centaines de milliers de tonnes de matériaux. Pour cela, il faut des investissements. On a déjà parlé du système capitaliste. Est-ce qu'on ne pourrait pas investir et prendre des risques, prendre du joint venture capital, par exemple? Pourquoi ne pas investir dans une énorme entreprise utilisant des fibres? Mais pour cela, il faut des dizaines de millions d'euros. Il est évident que c'est du capital à risque et c'est là où les pouvoirs publics pourraient jouer un rôle. C'est-à-dire que vous allez totalement repenser le système. On commence par la qualité et, à mon sens, le coton joue un grand rôle. Il pourrait être recyclé à 95%. Après, évidemment, avoir déconstitué, si vous voulez, les fibres mécaniquement. Mais pour le polyester, et qui est également utilisé dans le textile de l'habillement, le polyester, eh bien, lorsque nous pensons à l'avenir, posera la question des microfibres ou des nanoplastiques. Et c'est un problème qui devra être réglé. Par exemple, on pense à la pollution de l'eau, les problèmes d'empoisonnement. Donc, il faut absolument adopter une approche globale. Il faut que les entreprises apprennent à coopérer. Les entreprises qui se voient encore beaucoup trop comme concurrents, alors qu'il y a des opportunités pour une telle coopération. Voilà ce que je souhaitais apporter à la discussion. Merci Yann. Je vais passer à une courte dernière réponse d'Anne Perrouet, comme nous sommes chez elle à Lancet pour l'instant. Et peut-on donner de l'émotion à des nouveaux matériaux? Les Français travaillent beaucoup sur les matériaux biosourcés. Comment est-ce qu'on donne de l'émotion à un produit de telle sorte qu'il devienne une alternative au coton, au polyester existant? Je pense que, encore une fois, c'est un travail de collaboration entre les différents acteurs. Il n'y a pas de règle qui est définie quelque part où je fais comme ça et ça donne de l'émotion. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas quantifiable et définissable très facilement. Donc je pense que c'est plutôt une histoire de collaboration et où tout le monde doit se mettre dedans. Effectivement, les créateurs, les ingénieurs, les distributeurs et les utilisateurs. Je pense que les consommateurs ont de plus en plus un rôle à jouer. Et ça, c'est aussi un des nouveaux challenges de l'industrie de la mode, de permettre que cette industrie devienne de plus en plus collaborative avec l'incorporation de la co-construction avec les consommateurs. Merci beaucoup. Nous en sommes arrivés à la fin de notre table ronde. C'est bien regrettable. Nous aurions pu poursuivre cette discussion, mais elle se poursuivra la semaine prochaine sur un autre thème. Robbie Papi pourra tirer quelques conclusions. Elle étudie à Wageningen, qui est la seule université où non seulement on produit du lin, mais il y a également des moutons. C'est évidemment une université d'agronomie, mais qui se penche également sur le textile. J'y travaille moi-même et je voudrais vraiment avoir une coopération beaucoup plus intense avec vous tous.
J'espère que nous allons pouvoir tous coopérer dans le sens de cette chaîne de valeur. Il faut coopérer avec les créateurs. Il ne s'agit pas uniquement d'une seule étape. Non, il s'agit d'une coopération. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Rowie. Alors, quelle est votre conclusion? Merci beaucoup, Michiel. Ce que nous avons entendu aujourd'hui nous montre bien que la pression est forte. Pour cela, il va falloir passer par différentes étapes avec l'adhésion des entreprises et des consommateurs. Mais moi, je voudrais mettre l'accent sur le consommateur, car finalement, c'est auprès de ce consommateur que nous obtiendrons ce véritable impact que nous souhaitons. Ce qui est très évident, c'est que, comme on dit aux Pays-Bas, le client est roi. Ça a toujours été le cas. En tant que consommateurs, nous devons être sensibilisés quant à l'impact que nous avons sur ce mouvement fast fashion. Nous participons à cette fast fashion et nous devons être conscients de ce qui est utilisé et l'empreinte CO2 au Bangladesh, au Vietnam, comme les salaires sont beaucoup plus bas, il est évident que beaucoup d'entreprises se sont déplacées vers ces pays. Et il faut penser à l'utilisation du charbon, du CO2 et de l'émission de CO2. Alors, est-ce que nous pouvons en vouloir à la fast fashion? Parce qu'après tout, la fast fashion ne fait que répondre à la demande. La demande a été créée par les entreprises. Nous avons ici le cercle vicieux de la fast fashion qui est entretenu par la demande du consommateur. Alors, comment casser ce cercle vicieux? D'abord, la sensibilisation. Il faut être conscient de l'impact. Cette sensibilisation, eh bien, nous pouvons le faire de deux manières. Premièrement, comme on l'a déjà indiqué, il va falloir créer un lien avec le vêtement que nous achetons, et apporter plus de valeur aux vêtements que nous portons. Et par conséquent, nous allons les jeter moins rapidement. Puis, il y a également la transparence entre les entreprises et le consommateur. Grâce à cette transparence, le consommateur en saura plus quant au processus et indirectement, il y aura un lien plus fort avec le vêtement. Quelles sont les choses que nous pourrions faire dès aujourd'hui? Par exemple, regardez votre garde-robe. Eh bien, regardez les vêtements auxquels vous n'accordez aucune valeur et comment y accorder de la valeur. Deuxièmement, parlez avec vos membres de la famille, avec vos amis, de la conversation que vous avez entendue aujourd'hui. Ceci vous permettra de contribuer à ce début de conversation, à ce début de discussion et vous allez également sensibiliser les autres. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Rowie, pour ce commentaire. Dans un cadre plus large, nous nous sommes rencontrés la semaine dernière et aujourd'hui, ça continuera, mais il est évident que la conversation avec le consommateur est tout aussi importante. Et j'espère également que la conversation portant sur le Black Friday portera ses fruits. Il est évident que cette conversation est très importante tout au long de cette chaîne de valeur. Maintenant, vous allez voir un dessin, c'est votre cadeau, un dessin qui résume notre conversation. C'est en néerlandais. Repenser, réduire, quels sont les changements concrets de la branche, la régénération, la mode holistique, la définition du durabilité, etc. Mais je ne vais pas tout traduire puisque vous aurez ce dessin traduit en français. Je me félicite de la session de la semaine prochaine. Je répète, vous avez ce dessin en néerlandais, mais vous l'aurez en français. Je remercie les orateurs, Rowie pour son agitation. Je remercie Anne Pervet, à Roubaix, à Enschede, Jan Maï et à Paris
Andréane Lemieux. Arrivé à la fin de la deuxième session de cette conférence Erasme Descartes en direct de Roubaix, je remercie nos orateurs, les jeunes talents, Rovi Pape pour sa conclusion, Servina Varette pour l'introduction et Yann Wunsch pour la provocation, l'agitation. Je remercie également nos orateurs ici à Ansett, Anne Pervé, à Enschede, Jan Mahi et à Paris, Andréane Lemieux. Nous nous reverrons dans une semaine, un vendredi normal, non noir, mais hivernal. Nous aurons une troisième session sur le thème Reduce et Reuse. Et nous nous focalisons sur le textile ou l'habillement professionnel, qui est au niveau logique de design, de réutilisation et de recyclage plus loin que la mode. Donc, c'est également un secteur dont on pourra apprendre. Donc, nous aurons 2 orateurs français et une oratrice néerlandaise, Shirley Schrijvens, propriétaire d'une entreprise de vêtements professionnels, Clara Poton, qui s'intéresse au recyclage, et juste en face ici, enfin en face, pas loin d'ici à Roubaix, Pascal Denisard, qui est lié au CETI, un centre fascinant, un grand investissement public et un grand engagement privé de créer un centre vraiment de textile innovant qui s'oriente également sur le recyclage. Donc je vous dis tous au revoir, à la semaine prochaine pour la 3e matinée de cette 18e conférence Erasme Descartes, avec comme thème la mode durable, les matériaux durables. Merci beaucoup, un bon week-end et je vous souhaite un bon après-midi dans les bois avec un chien.